Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. La reine cadavre du Portugal. Au milieu du XIVe siècle, le roi Pierre Ier du Portugal avait le cœur tellement brisé par la mort récente de sa femme qu'il a exhumé son cadavre pour la faire couronner reine. Elle était assise à côté de lui sur le trône pour que tout le monde puisse lui rendre hommage. Et c'est l'un des scandales romantiques les plus étranges et les plus glauques de l'histoire. Elle s'appelait Inès de Castro et la romance tragique entre Pierre et Inès a provoqué un tel clivage qu'elle a conduit à une guerre civile. Inès de Castro est née en 1325 dans une famille noble et dont le sang remonte à l'ancien royaume de Galice. En 1340, alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans, elle a été envoyée comme dame d'honneur à la cour du prince héritier Pedro ou Pierre. À l'époque, Pierre était marié à Constance de Castille et n'était pas encore roi, mais il est tombé follement amoureux de l'adolescente, qui était accessoirement aussi la cousine de sa femme. Sa femme se rend très vite compte qu'une liaison avait commencé, mais elle meurt 5 ans plus tard seulement, après avoir donné naissance à leur fils. Pedro, qui n'est encore qu'un prince, demande à son père, le roi Alfonso, s'il peut finalement prendre Inès de Castro comme épouse. Mais les choses ne se passeront pas comme Pedro l'avait espéré. Son père rejette sa demande et bannit la femme de la cour par crainte de son influence et celle de ses frères sur son héritier. Mais le couple se marie tout de même en secret, ce qui fait de Castro la future reine. Ils auront même 4 enfants ensemble, mais le roi refusera toujours de reconnaître leur union et considère Inès comme une menace pour le royaume. Et pour cause, Inès et ses frères de Castille en Espagne avaient une très grande influence sur son fils et héritier Pedro, si bien que le complot a commencé pour se débarrasser d'elle. Selon des récits historiques, elle a été décapitée devant ses propres enfants. Et Pedro, fou de rage, déclara la guerre à son propre père. Avec l'aide des frères d'Inès, ils ont rassemblé une armée et sont entrés dans la ville pour en prendre le contrôle. Cependant, ils finiront par conclure une trêve en 1357. Et Pedro allait finalement hériter du trône après le décès de son père. Il retrouve les meurtriers de sa chère Inès et assiste à leur exécution par cardiectomie, c'est-à-dire qu'on leur a littéralement arraché le cœur alors qu'ils étaient vivants. Mais il ira jusqu'à déclarer sa défunte épouse reine légitime du Portugal et fait déterrer son cadavre de sous terre. Puis, elle a été couronnée à la vue de tous et tous les nobles ont dû baiser la main de la reine cadavre. Une identité volée. Dans le petit village français d'Artigas, un homme du nom d'Arnaud Dutil a été mis à mort le 16 septembre 1560. Il a été condamné à mourir par pendaison pour un crime qui n'avait pas encore vraiment pris son essor. On prétendait que pendant 3 longues années, il avait pris l'identité d'un autre homme et vivait sous le nom de Martin Guerre. Il était donc coupable d'usurpation d'identité. Il est entré directement dans sa vie et a été accueilli par la femme de Martin et leurs 2 familles respectives. Ils ont tous cru que c'était bel et bien Martin qui revenait vers eux après 8 longues années d'absence. Arnaud a même fini par avoir 2 enfants avec la femme de Martin. Et bien que tout cela puisse paraître invraisemblable, tout est vrai. Les archives judiciaires de Toulouse contiennent des preuves du procès. Et grâce à ces dernières, nous savons même comment il a réussi à duper tout le monde. Il faut tout de même garder à l'esprit que la mémoire humaine est une drôle de chose. Et après 8 longues années sans voir le visage de quelqu'un, on peut facilement être trompé par le visage d'une personne qui lui ressemble un tant soit peu. Quand Arnaud s'est présenté, il a prouvé qu'il était Martin en récitant les mêmes mots que ceux qui s'étaient dit avec sa femme la nuit de leur mariage. Il disposait d'assez d'informations pour passer clairement pour Martin. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours, enfin pour 3 ans. C'est en 1559 que la femme de Martin a réalisé qu'elle avait été dupée. Tout s'est passé parce qu'Arnaud avait exigé de son oncle une part de l'héritage de son père, ou celui du vrai Martin, décédé durant son absence. C'est là que son oncle se doute de la supercherie et tente même de l'assassiner. Il s'est avéré qu'Arnaud avait été confondu avec Martin sur la route près de la ville par 2 vieux amis de Martin. Il a pu obtenir assez d'informations d'eux pour prendre l'apparence de Martin et s'immiscer dans sa vie. Durant l'appel de son procès, le vrai Martin est amené et Arnaud Dutil avoue qu'il n'est qu'un vulgaire imposteur. Et par le même arrêt prononcé le 13 septembre 1560, ce dernier est condamné à faire amende honorable et à être pendu.
Alexandre Dumas l'évoque longuement dans le roman historique Les Deux Dianes et Daniel Vigne dans le film Le Retour de Martin Guerre qui a même fait l'objet d'une adaptation américaine, Somerset. Les procès d'animaux. Les procès d'animaux étaient une réalité dans l'Europe médiévale entre le XIVe et le XVIe siècle. Ces procès étaient considérés comme des procédures officielles sérieuses qui pouvaient parfois durer plusieurs mois. Des avocats représentaient même les animaux et des procureurs représentaient les tribunaux. Les autorités médiévales pensaient que le diable pouvait inciter les animaux à commettre des actes maléfiques sous son influence. En 1494, un enfant avait été mutilé après avoir été attaqué par un jeune cochon. Le cochon a alors été traduit en justice et a été accusé d'avoir tenté de commettre un meurtre. Le cochon a même perdu son procès et a été pendu à une potence en bois. Personnellement, j'aurais plus opté pour un bûcher, mais ce n'est que moi. Et au XVIe siècle, un certain Barthélemy de Chasseneuse, juriste français, a défendu un groupe de rats qui avait été surpris en train de ruiner les récoltes d'orge de certains fermiers locaux. Il argua que les rats ne pouvaient se présenter car dispersés dans la nature, ils n'avaient pu entendre la convocation. On lut alors la conversation dans les champs durant 3 semaines durant, après quoi il expliqua que ses clients et leurs petites pattes n'avaient pas eu le temps d'arriver jusqu'à leur juge, ou encore que les chats les empêchaient de se mouvoir librement en ville pour se rendre au tribunal. Il a même réussi à faire instaurer un couvre-feu pour les chats pendant tout le procès, mais l'affaire a finalement été rejetée et les rats furent acquittés. C'est ce que j'appelle un avocat. Enfin, en 1474, en Suisse, un coq a été brûlé sur le bûcher pour avoir soi-disant pendu un œuf. Le tribunal a prétendu que le coq allait à l'encontre de la nature après la découverte de 3 œufs dans son nid. En gros, ils ont dit que le coq était accusé de sorcellerie et ils l'ont donc brûlé comme ils l'auraient fait pour une sorcière humaine. Franchement, quelle excuse on n'inventerait pas pour un bon poulet rôti? Les boîtes à pouca florentines. Pendant les années 1400, il y avait des boîtes placées autour de la ville de Florence, connues sous le nom de tamboureaux. Ces boîtes étaient des sortes de réceptacles pour les mouchards. Les gens pouvaient laisser des notes anonymes à l'intérieur de ces réceptacles, surnommés les trous de la vérité, et des mesures étaient prises ou non selon la gravité des faits. Des officiers spéciaux florentins parcouraient les notes et enquêtaient si nécessaire. C'était une façon pour les citoyens de se dénoncer les uns les autres. Une note très étrange a même été découverte en 1476 dans l'un de ces récipients. Il s'agissait d'un témoignage affirmant qu'un homme nommé Jacopo Saltarelli, un jeune homme d'environ 17 ans, participait à des activités immorales. Le témoignage poursuit en nommant plusieurs des hommes les plus prestigieux de Florence. L'un de ces hommes était Léonard de Vinci lui-même, l'un des plus grands esprits de l'histoire. Il est généralement admis par les historiens de nos jours que Léonard préférait en effet la compagnie des hommes, mais cela était loin d'être une évidence à l'époque. Mais la partie vraiment étrange de toute cette affaire est que, coupables ou non, ils ont été arrêtés à cause des urnes publiques où les gens pouvaient se dénoncer les uns les autres. Mais au final, personne n'a été persécuté et toutes les accusations ont été balayées sous le tapis. C'était principalement parce que les noms des personnes listées étaient parmi les hommes les plus influents de l'époque. En tout cas, d'après l'Union postale universelle, ce sont ces mêmes boîtes qui ont inspiré notre inoffensive boîte aux lettres actuelle. Le cas de John/Eleanor Reicheneur. John Reicheneur, également connu sous le nom d'Eleanor Reicheneur, était ce que l'on peut appeler vulgairement un travesti prostitué du XIVe siècle. John a été arrêté en décembre 1394 pour avoir commis un acte obscène avec un homme alors qu'il était habillé en femme. De nos jours, cela n'est plus aussi mal vu qu'autrefois. Mais dans les années 1300, 2 hommes qui s'ébattaient dans une ruelle sombre par une froide nuit de Londres étaient considérés comme une offense à la vie elle-même. John n'a pas eu de problème parce qu'il vendait ses talents uniques, mais parce qu'il les vendait à un homme en portant une robe. L'affaire est devenue un tel fiasco à Londres qu'elle a été portée devant les tribunaux. Et c'est au cours de ce procès que la vie secrète de John Reicheneur a été révélée. D'après son témoignage, c'est une femme, Elisabeth Brauderer, qui l'a initié au métier. Elisabeth était une brodeuse londonienne qui, selon John, lui servait d'entremetteuse.
En d'autres termes, c'est elle qui lui trouvait des clients. C'est elle qui lui confectionnait ses robes et qui le mettait en contact avec sa clientèle, apparemment des hommes, des femmes et même des prêtres et des religieux. C'est véritablement le premier cas public d'une telle affaire de mœurs à Londres, et on peut dire qu'elle a marqué l'histoire durablement. Un échange d'épouses médiévales. Des scientifiques ont découvert un ancien échange d'épouses dans un vieux manuscrit médiéval. Mais pour les esprits galopants, je vais vous décevoir, ce n'était pas vraiment de l'échangisme. Le personnel du Fitzwilliam Museum de Cambridge a remarqué quelque chose d'anormal sur une image dans un livre de prières illustré qui a été commandé par une femme très riche au XVe siècle. Les scientifiques ont usé de la technologie infrarouge pour voir que la femme dans la peinture a été dessinée sur une femme antérieure qui avait été effacée et remplacée. Cette découverte les a conduits à l'étrange histoire du duc François Ier de Bretagne. La première épouse du duc était la duchesse d'Anjou, Yolande d'Aragon. En 1431, la mère de Yolande a commandé le manuscrit. Mais après sa mort en 1440 et son remariage en 1442, le duc a modifié le manuscrit. Il a fait repeindre sa défunte épouse et l'a fait remplacer par sa nouvelle femme, Isabelle. L'équivalent moderne de cette pratique serait de photoshopper votre ex d'une photo. La nonne qui a simulé sa mort. L'historienne Sarah Rhys-Jones est celle qui est tombée sur la véritable histoire d'une nonne médiévale qui a simulé sa propre mort afin d'échapper à un couvent. Sarah examinait les registres d'un archevêque d'York de 1304 à 1405 lorsqu'elle est tombée sur une lettre. La lettre date de 1318. Écrite par l'archevêque William Moulton. Il écrit dans sa lettre une rumeur scandaleuse impliquant une nonne nommée Joan. L'archevêque cherchait l'aide du doyen de Beverly pour retrouver Joan et la ramener au couvent. Il aurait créé un faux cadavre pour être enterré par ses sœurs religieuses après avoir simulé sa mort. Ensuite, elle se serait enfuie pour assouvir ses pulsions charnelles selon les paroles de l'archevêque. Et comme nous sommes dans les années 1300, ce qu'il peut insinuer par pulsion peut aller de la dégustation d'un bon vin à travailler dans une maison de plaisir. Mais nous ignorons toujours ce qui est advenu de cette femme. Tout ce que nous savons, c'est que Joan a été l'une des premières religieuses à simuler sa propre mort en allant jusqu'à créer un faux corps afin de poursuivre ses rêves. La revanche de la tête coupée. Sigurd Eysteinsson, également connu sous le nom de Sigurd le Puissant, était un très grand guerrier viking et le deuxième comte des Orcades. Il a régné entre 875 et 892, prenant le pouvoir après que son frère ait aidé le roi Harald à éradiquer un groupe de vikings rebelles qui causaient des problèmes. Après les combats, le frère de Sigurd a reçu les Orcades et les îles Shetland ainsi que le titre de comte ou de jarl. Il a transmis l'île et le titre de comte à Sigurd qui a commencé à étendre son territoire dans tout le nord de l'Écosse. Par expansion du territoire, j'entends effusion de sang et batailles sanglantes. Les conquêtes de Sigurd se passaient très bien jusqu'à ce qu'il trahisse le souverain local du royaume de Morie, Maelbrigit le Dentelé. Les deux hommes s'étaient mis d'accord pour épargner autant de vies que possible en n'amenant que 40 hommes à la bataille. Le gagnant remportera tout. Mais Sigurd tricha et amena le double des hommes, c'est-à-dire 80. Il décima donc logiquement ses adversaires. Et après la bataille, Sigurd ordonna à ses hommes de décapiter les soldats tombés au combat, puis d'attacher leur tête à leurs chevaux en signe de célébration. Sigurd décapita Maelbrigit et attacha sa tête à son propre cheval. Mais alors qu'il rentrait chez lui sur la route cahoteuse, les énormes dents de Maelbrigit, souvenez-vous, surnommé le Dentelé, dont la tête coupée pendait à sa selle et grattait contre sa jambe jusqu'à le blesser. Les dents ont créé une plaie ouverte qui s'est infectée, et Sigurd le Puissant meurt des suites de son infection. Ah, il n'y a pas à dire, mais mort, il avait une dent contre lui. La croisade des enfants. Nous connaissons tous les récits des croisades, mais ce dont plusieurs n'ont probablement jamais entendu parler, c'est de la croisade lancée par un groupe d'enfants. Ces enfants étaient dirigés par un garçon de 12 ans nommé Étienne de Cloyes. Ils ont marché vers Paris en 1212 et ont exigé une rencontre avec le roi de France, Philippe Auguste. Ces enfants cherchaient à obtenir la permission de mener leur propre croisade. Ils étaient convaincus d'être investis par la mission divine de chasser les musulmans de Jérusalem et de récupérer la Terre Sainte pour les catholiques.
Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, car la plupart des documents historiques ont été perdus ou les informations sont incomplètes. Mais ce que nous savons, c'est qu'Étienne était un personnage historique bien réel, et que lui et son groupe de jeunes voulaient vraiment marcher vers Jérusalem. Ils n'avaient pas d'armes, mais portaient des croix et des bannières. Ces enfants croyaient qu'ils allaient convertir les musulmans par une intervention divine et les persuader de partir. Il y avait en réalité deux groupes de jeunes, l'un en France et l'autre en Allemagne. Le cortège germanique était conduit par un jeune berger, Nicolas, qui avait environ 30 ans. Mais à lui seul, Étienne avait réussi à rallier environ 30 000 enfants à sa cause, selon les chroniqueurs de l'époque, mais le chiffre est probablement exagéré. Ces enfants n'avaient pas vraiment le savoir-faire nécessaire pour entreprendre une telle expédition. Après le rassemblement à Paris, nous n'avons plus de traces du cortège de puéris français. Aucune source contemporaine française ne mentionne une tentative pour se rendre en Terre Sainte. Par contre, le cortège germanique suit Nicolas qui leur promet un miracle. La Méditerranée se fondra devant leurs pieds quand ils atteindront Gênes, en Italie, leur permettant d'atteindre la Terre Sainte à pied. Ils entreprennent alors le voyage vers l'Italie dans des conditions misérables, et quand les croisés atteignent enfin Gênes, ils s'attendent à ce que la mer se fonde devant eux, comme cela avait été promis par Nicolas. Mais malgré toutes leurs prières, le miracle ne se produit pas. L'entrain des pèlerins disparaît tout d'un coup, et à ce moment-là, plusieurs d'entre eux, ayant perdu tout espoir concernant la réussite de leur croisade, tentent de retourner chez eux. Mais cela signifie d'affronter à nouveau la traversée des Alpes. La plupart abandonnent sur le chemin du retour et sont engagés comme travailleurs très mal payés. D'autres décèdent de maladies et de faim. Et ceux qui parviendront à retourner en Allemagne seront accueillis avec des moqueries. La mâchoire des Habsbourg. Les Habsbourg ont accédé au pouvoir au XIIIe siècle et sont devenus l'une des familles les plus puissantes d'Europe, régnant sur presque la moitié de l'Europe avec une dynastie s'étendant sur 650 ans. Comme les nombreux clans royaux, ils sont devenus victimes des effets néfastes de la consanguinité sévère qui était ironiquement considérée comme un moyen de garder la lignée pure. Des générations d'inceste ont entraîné de graves problèmes de santé qui ont finalement mis fin au règne des Habsbourg, summum de l'ironie pour une famille qui tentait justement de garder les choses en famille entre guillemets, justement pour s'accaparer un maximum de pouvoir. Et l'une des caractéristiques les plus distinctives observées parmi les membres de la famille était la célèbre mâchoire des Habsbourg. Connue sous le nom médical de la promandibulie habsbourgeoise, la condition se caractérise par une mâchoire surdimensionnée et une grande langue. Mais en réalité, c'est tout le faciès des Habsbourg qui est distinctif. La mâchoire en avant, le nez pointant vers le bas, la dynastie des Habsbourg d'Espagne, qui a régné sur l'Espagne et le Portugal pendant 200 ans, de 1506 à 1700, était connue pour ses traits récurrents d'une génération à l'autre. De très nombreux membres de la famille l'avaient, dont la duchesse Marie de Bourgogne, Ferdinand Ier d'Autriche et Ferdinand II, pour ne citer qu'eux. Et une étude publiée dans Annals of Human Biology a identifié 5 membres de la famille qui semblaient en souffrir tout particulièrement. Maximilien Ier, Marguerite d'Autriche, Charles Ier d'Espagne, Philippe IV d'Espagne et surtout Charles II d'Espagne. Au moment de la naissance du roi Charles II, les Habsbourg étaient consanguins depuis déjà 16 générations. Le taux de consanguinité entre les parents de Charles II atteint alors le record de 25%, soit l'équivalent d'un frère et d'une sœur ou d'une mère et d'un fils. Sa grand-mère était aussi sa tante, et les effets physiques de ces relations qui se chevauchaient s'étaient aggravés avec le temps. Charles avait un cas si grave de la mâchoire des Habsbourg que ses dents du haut et du bas ne coïncidaient pas du tout. Il ne pouvait donc pas mastiquer sa nourriture correctement et il pouvait à peine parler parce que sa langue était énorme. Le roi malade souffrait également d'autres problèmes de santé, là aussi liés à l'inceste. Il n'a commencé à marcher qu'à l'âge de 8 ans et il avait tendance à tomber parce que ses jambes étaient faibles et ne pouvait pas supporter son propre poids. Charles n'a pas non plus réussi à produire un héritier par l'une ou l'autre de ses deux épouses et il est probable que son infertilité soit le résultat direct de centaines d'années d'inceste. Il mourut en 1700 à l'âge de 39 ans, mettant fin à la dynastie des Habsbourg.
l'enfant roi. Le célèbre pharaon Toutankhamon est entré dans l'histoire pour son accession au pouvoir il y a déjà 3000 ans, à l'âge de 9 ans seulement. La découverte de sa tombe a été l'une des plus grandes et des plus fabuleuses découvertes de l'histoire moderne. Mais le jeune pharaon est décédé à 19 ans seulement et souffrait de nombreux problèmes de santé. Beaucoup de gens ignorent que le jeune pharaon a passé sa courte vie en proie à plusieurs maladies et maux, notamment une fente palatine, un pied beau. Il souffrait aussi du syndrome de Klippel-Feil, qui est une paralysie de la colonne cervicale, et d'une scoliose. Plusieurs vertèbres cervicales sont en effet fusionnées. Toutankhamon ne pouvait donc pas tourner la tête sans faire pivoter son tronc, sans parler des nombreux problèmes liés à son système immunitaire très fragile. Il était maladif, fragile et souffrait probablement beaucoup la plupart du temps. Il souffrait aussi d'une maladie osseuse dégénérative qui l'empêchait de marcher normalement, et il était donc généralement dans un char ou transporté dans une litière royale. Et les résultats d'analyse génétique sur la momie du jeune roi montrent que ces problèmes de santé sont dus à une consanguinité extensive. Au moment de sa naissance, les pharaons égyptiens épousaient leurs frères et sœurs depuis des générations, entraînant des déficiences génétiques qui causent souvent des problèmes liés à l'inceste. Le corps de sa mère est, selon les spécialistes, celui d'une momie non identifiée connue sous le code KV35YL, dite la jeune dame ou Young Lady, ce qui permet donc d'éliminer l'hypothèse souvent avancée qu'il puisse s'agir de Néfertiti, épouse d'Akhenaton à la beauté mythique. Selon le chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, on ne connaît pas son nom, mais le plus important, c'est que cette dame est la fille d'Amenhotep III et de la reine Tiye, grands-parents de Toutankhamon, a-t-il déclaré. Il n'est donc pas possible qu'elle soit Néfertiti, a-t-il assuré. En d'autres termes, elle est la fille des grands-parents de son fils Toutankhamon, donc à la fois la sœur et l'épouse d'Akhenaton. Toutankhamon est donc le fruit d'un inceste direct, un héritage que Toutankhamon lui-même a poursuivi avec sa demi-sœur Ankhesenamun, fille de Néfertiti et d'Akhenaton, ce qui fait donc de Néfertiti sa belle-mère aux deux sens du terme. Voilà. Jeanne la Folle. Jeanne Ière de Castille était la sœur aînée de Catherine d'Aragon et la belle-sœur d'Henri VIII d'Angleterre. Elle descendait de l'éteinte maison de Trastamara qui s'était livrée à l'inceste pendant des siècles. Mais c'était une femme très intelligente et cultivée qui parlait 3 langues. À l'âge de 16 ans, Jeanne épousa Philippe le Beau, un membre de la famille des Habsbourg, notoirement consanguin. Elle tombe éperdument amoureuse de lui, bien qu'il la trompe constamment. Johanna a commencé à montrer des signes de maladie mentale à l'âge de 24 ans seulement, lorsque sa mère, la célèbre reine Isabelle la catholique, est tombée malade. Elle a traversé des périodes où elle ne dormait pas et ne mangeait pas, et son stress a été exacerbé par les différentes infidélités de son mari qui la mettaient souvent dans une rage incontrôlable. Au cours d'une rencontre avec l'une des maîtresses de Philippe, elle aurait poignardé la femme en plein visage. Oups. Le comportement de Jeanne a pris une tournure encore plus inquiétante après la mort de son mari en 1506. À l'époque, elle était enceinte du 6e enfant du couple. Elle refusa alors de se séparer de la dépouille de Philippe pendant une période inhabituellement longue, et la rumeur vu qu'elle ait ouvert son cercueil pour embrasser son cadavre. 3 ans plus tard, en 1509, Jeanne a été placée dans un couvent où son fils lui a interdit toute visite. Il y restera d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1555 à l'âge de 75 ans. La maladie mentale était très présente dans la famille de Jeanne. Sa grand-mère maternelle était devenue folle et est morte dans un couvent. Et plusieurs descendants de Jeanne présentaient également des symptômes. Mais son comportement s'est détérioré au moment où elle luttait contre la mort de son mari ainsi que celle de plusieurs membres de sa famille, notamment sa mère, ses frères et sœurs et son neveu. Mais il reste impossible de dire si la maladie de Jeanne était génétique, déclenchée par le deuil ou bien peut-être une combinaison des deux. La maladie royale. L'une des dirigeantes les plus célèbres et les plus légendaires d'Europe, la reine Victoria, a régné sur le Royaume-Uni et l'Irlande de 1837 jusqu'à sa mort en 1901. Elle a eu 9 enfants au total avec son mari et cousin germain, le prince Albert, ce qui signifie qu'ils étaient tous consanguins.
Victoria souffrait également d'un trouble relativement rare de la coagulation du sang, l'hémophilie B, et elle l'aurait transmise à 2 de ses 5 filles et à son plus jeune fils. La reine elle-même n'a pas beaucoup souffert de cette maladie qui, à l'époque, était bien connue des familles royales européennes, chose qui lui a d'ailleurs valu le surnom de la maladie royale. Mais certains membres de la famille à qui elle l'a transmise ont eu moins de chance. Le fils de Victoria, Léopold, est mort d'une hémorragie après une chute à l'âge de 30 ans. Ses filles, Alice et Béatrice, étaient porteuses de la maladie et l'ont transmise à plusieurs de leurs enfants. Et 5 des petits-enfants de Victoria sont morts de complications liées à l'hémophilie. En commençant par Victoria, la maladie a été transmise pendant 3 générations avant de disparaître de la lignée. Et malgré le fait d'avoir épousé son propre cousin germain, la présence de la maladie dans les gènes de la famille ne résulte probablement pas de l'inceste. L'hémophilie est généralement transmise par un gène récessif porté par les 2 parents et qui affecte principalement les femmes. Mais il est rare qu'elle soit aussi répandue dans une famille, ce qui suggère que peut-être la reine elle-même était consanguine, chose qui pourrait aider à expliquer l'occurrence exceptionnellement élevée parmi ses descendants. Le monde imaginaire du roi Louis II. Dès l'enfance, il était très clair que Louis II de Bavière était très différent. Il n'était pas proche de ses parents et utilisait son imagination débridée pour échapper à la réalité. Louis, le cousin de la célèbre impératrice Sissi, est monté sur le trône à l'âge de 18 ans en 1864. Mais son pouvoir en a pris un coup quand la Prusse a conquis la Bavière. Il a gardé son rôle de dirigeant, mais n'était plus qu'un simple vassal sous les ordres de son oncle prussien. Il se tourne alors vers sa passion pour la musique et soutient généreusement le travail du compositeur Richard Wagner. Une série de dépenses inconsidérées s'ensuivit, alors que Ludwig cherchait à créer un monde imaginaire autour de lui qui lui donne l'impression d'être un vrai roi. Il dépense des sommes considérables afin de construire des châteaux et des palais somptueux, dont le célèbre château de Neuschwanstein en Bavière en Allemagne. Ludwig n'utilise pas les fonds de l'État pour ses projets, mais il dilapide toute sa fortune personnelle et emprunte énormément. Durant cette période, il devient noctambule, voyageant la nuit dans ses carrosses élaborés, souvent en costume historique. Et l'excentrique souverain s'éloigne de plus en plus de la société, se réfugiant dans ses résidences isolées dans les montagnes et commandant des représentations privées d'opéra et de pièces de théâtre pour son propre divertissement. De plus, il s'identifie de plus en plus au personnage fictif de Parzival, un héros médiéval parti dans une quête pour trouver le Saint Graal. Mais le détachement de Ludwig de la réalité avait un prix. Il vit bien au-dessus de ses moyens et ne parvient pas à remplir ses fonctions de chef d'État. Les banques étrangères ont commencé à menacer de saisir ses biens en 1885. Mais il a persisté dans sa folie, ne réalisant pas qu'il n'y avait aucun moyen de maintenir son style de vie. Le gouvernement bavarois déclare Ludwig fou et le dépose en 1886. Il meurt peu après dans des circonstances mystérieuses en compagnie de son psychiatre traitant. De nombreux chercheurs modernes ont contesté le diagnostic de folie de Ludwig, mais il est désormais très clair qu'il a lutté contre des troubles mentaux et psychiatriques durant toute sa vie. À sa naissance, sa famille pratiquait l'endogamie depuis des générations. Le patrimoine génétique limité par des siècles d'inceste est connu pour augmenter les chances de maladies mentales dans les familles, suggérant que les afflictions de Ludwig étaient en quelque sorte inévitables. L'impératrice dépressive et anorexique. Le destin de celle qui allait devenir l'une des impératrices les plus emblématiques d'Europe a pris un tournant en 1853, lorsqu'elle accompagne à Bad Ischl sa sœur Hélène, promise à leur cousin, l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier. Mais ce dernier tombe sous le charme d'Élisabeth, qui allait par la suite devenir célèbre sous le nom de l'impératrice Sissi, et il décide donc de l'épouser au lieu de sa sœur. Mais le mariage va très mal débuter pour l'adolescente qui n'a pas été formée à la rigueur d'une vie à la cour, et son mari, accaparé par le déclenchement de la guerre de Crimée, est souvent absent. Des malheurs qui allaient se poursuivre pour cette femme troublée, célèbre pour sa beauté captivante et son tour de taille anormalement fin. François-Joseph s'était pris de sa jeune épouse, affectueusement surnommée Sissi, mais elle était apparemment moins enthousiaste à l'idée de se marier et luttait contre sa timidité et gardait tout pour elle, alors qu'elle s'adaptait aux règles strictes de la cour royale. Le mari et la belle-mère
belle-mère de Sissi critiquait son désamour de la vie publique et s'immisçait dans l'éducation de ses enfants. Et après avoir donné naissance à 3 enfants, l'impératrice se préoccupe de sa silhouette. Elle réduisit son tour de taille à seulement 40 cm, se pesa plusieurs fois par jour et faisait de l'exercice de manière obsessionnelle, un niveau qui pourrait être considéré aujourd'hui comme un signe d'anorexie. Son obsession de la minceur n'a fait qu'empirer avec le temps, car elle mangeait de moins en moins jusqu'au point de réduire son alimentation au lait cru, aux oranges et aux œufs. Sissi avait également des rituels de beauté rigoureux qui prenaient une bonne partie de sa journée. Il lui fallait par exemple 3 heures rien que pour coiffer ses cheveux qui lui arrivaient jusqu'aux chevilles. Elle semblait avoir tout pour elle, mais une série d'événements tragiques l'ont entraînée dans une spirale infernale. Sa première fille est morte de la scarlatine à un très jeune âge. C'est alors que sa belle-mère, très autoritaire, lui retire ses 2 autres enfants. Son cousin, Louis II de Bavière, oui, celui dont on vient juste de parler et dont elle était apparemment très proche, c'est donc logiquement que sa mort la touche aussi très profondément. Mais le coup de grâce arriva quand son fils unique, le prince Rudolf, est retrouvé mort dans son pavillon de chasse. La cause en est un meurtre-suicide où il a tué sa maîtresse de 17 ans et s'est ensuite ôté la vie. La plupart des preuves ont été détruites, mais on pense que Rudolf était gravement déprimé. Suite à tout cela, Sissi n'en pouvait plus et a sombré dans la mélancolie et certainement la dépression. Elle disait souvent qu'elle voulait finir ses jours elle-même, rangée par la mélancolie, et se tourner vers les voyants et les médiums afin d'essayer de guérir son angoisse en parlant à son fils décédé. Depuis, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même et a passé la plupart de ses dernières années à voyager et à prier. Élisabeth a été poignardée à mort par un anarchiste alors qu'elle visitait la Suisse en 1898. La célèbre mélancolie de Sissi bien avant les drames et ensuite le fait que son propre fils se soit ôté la vie après avoir commis un meurtre indique que la dépression et la tendance à la psychose étaient exacerbées par des facteurs héréditaires. La maladie des rois. Le roi Henri VIII a régné sur l'Angleterre pendant 37 ans. Il est le souverain britannique qui a fait de l'Angleterre une puissance mondiale au XVIe siècle. Il était aussi totalement erratique et imprévisible. Il s'est affranchi de l'Église catholique et a radicalement changé l'atmosphère religieuse de l'Angleterre. Il renvoyait les épouses comme il changeait de sous-vêtements et souffrait principalement de la goutte. Au Moyen-Âge, la goutte était considérée comme la maladie des rois. Il s'agit d'un type d'arthrite particulièrement désagréable chez les hommes. Des millions de personnes en souffrent chaque année et cela peut être extrêmement désagréable. Et à l'origine, la goutte était considérée comme la maladie des classes supérieures, car on la contractait en raison d'une alimentation abondante, une consommation gloutonne d'alcool, en plus d'autres problèmes de santé et de facteurs génétiques. Mais jusque très récemment, les gens ordinaires ne pouvaient pas se permettre de faire de très gros repas ou de boire des quantités importantes d'alcool. Seuls les rois ainsi que la bourgeoisie pouvaient se permettre de se gaver de toutes les bonnes choses du monde. Et c'est donc eux qui développaient généralement la goutte. Et avec toutes ces cochonneries dans l'organisme du roi Henri, des cristaux d'acide urique se sont formés dans son sang. Chose qui a entraîné une rougeur et un gonflement horrible de ses articulations, une malformation de ses pieds due à l'inflammation de ses articulations. C'est un phénomène tellement douloureux qu'au moment de sa mort, le 28 janvier 1547, il avait souffert de multiples crises de goutte qui avaient altéré son humeur, l'avaient rendu violent et l'avaient même conduit à un état proche de la folie. Il pesait environ 178 kg à sa mort et sa santé était si précaire qu'il pouvait à peine bouger. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a été le plus grand conquérant que le monde ait jamais connu, alors qu'il n'était encore que dans sa vingtaine. Il a conquis la majorité du monde connu en se frayant un chemin de la Macédoine à l'Égypte, en passant par les déserts d'Arabie, en battant les Perses et en marchant vers l'Inde. Mais malheureusement, il a péri à l'âge de 32 ans seulement dans la cité de Babylone. Nous étions en 323 avant Jésus-Christ, et les récits historiques disent qu'il a fallu près d'une semaine pour que son corps commence à se décomposer. Et cela a renforcé la croyance qu'Alexandre le Grand était bien plus qu'un simple homme ou un simple roi, mais un dieu à part entière.
Et au moment de sa mort, son empire comprenait l'Égypte et toutes les terres situées entre les Balkans et le Pakistan actuel. S'il n'était pas tombé malade, Alexandre aurait peut-être conquis l'Inde, voire même unifié le monde connu sous un seul et même règne. Mais cela n'est jamais arrivé parce qu'Alexandre a été frappé par une maladie mystérieuse et foudroyante. Et suite à 12 jours de souffrance inimaginable, il a enfin péri. Mais depuis lors, la cause de sa mort a été fortement débattue. Certains pensent qu'il a succombé à la malaria, d'autres à la typhoïde et d'autres encore qu'il a été assassiné. Mais selon le docteur Catherine Hall de l'école de médecine de l'université d'Otago, Alexandre est mort d'un trouble neurologique appelé syndrome de Guillain-Barré ou SGB. Le docteur Hall avance que si le corps d'Alexandre le Grand ne s'est pas décomposé rapidement, c'est parce qu'il n'était pas vraiment mort. Le syndrome Guillain-Barré est une maladie auto-immune qui attaque les cellules saines du système nerveux. Il est possible qu'il ait contracté une infection par une bactérie qui a fait que le syndrome Guillain-Barré ait ravagé son corps. Il l'a terrassé pendant 12 jours, puis l'a paralysé pendant les 6 jours où il n'a pas dépéri. Alexandre s'est peut-être allongé éveillé, conscient que tout le monde autour de lui pensait qu'il était mort. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Comment pensez-vous qu'Alexandre le Grand soit mort? Et que pensez-vous de ces théories? Dites-le moi en commentaire. Le roi lépreux. Le roi Baudouin IV est plus communément connu sous le nom du roi lépreux. Et comme vous vous en doutez, il était atteint de la lèpre. La lèpre est l'une des pires maladies qu'une personne puisse contracter. Les symptômes de la lèpre comprennent une perte de sensibilité dans les membres affectés, une décoloration bizarre et un durcissement de la peau ressemblant à de la roche. Mais le pire reste les excroissances repoussantes sur tous les membres, les mains, les pieds, le visage, ainsi que tout le corps et qui pourrissent lentement les membres jusqu'à ce que le corps se dégrade et que la victime devienne un cadavre ambulant. Cette maladie ressemble à une gangrène du corps entier et ne fait qu'empirer jusqu'à ce que la personne atteinte ne ressemble à un figurant dans un film de zombies. La lèpre est encore présente aujourd'hui sur presque tous les continents, mais elle est surtout présente en Afrique de l'Est et existe depuis au moins 3000 ans. Et au XIIe siècle, le roi Baudouin IV était le souverain de la Jérusalem chrétienne. Et à l'époque, les chrétiens croyaient que la lèpre n'était pas qu'une simple maladie, mais une déchéance causée par un péché. Comme beaucoup de choses à l'époque, elle était considérée comme une punition divine. Le roi Baudouin a fait de son mieux pour cacher ses symptômes, mais la lèpre lui a été diagnostiquée alors qu'il n'était qu'un enfant, ce qui s'est avéré très difficile au fil du temps. Il est né en 1161 et devenu roi en 1174. Il a combattu courageusement avec les chevaliers croisés lors de la troisième croisade contre Saladin de la dynastie des Ayyoubides. Mais il commença à dépérir en 1183. Il avait lutté contre la lèpre toute sa vie et n'avait pas de défiguration visible. Mais en 1185, les choses ont pris une mauvaise tournure. Il a développé des ulcères de la peau et des déformations du visage, des mains ainsi que sur les pieds. Il ne pouvait même plus cligner des yeux et ses cornets ont séché et il a perdu la vue. Et pour finir, il a été pris d'une terrible fièvre et a glissé douloureusement vers sa mort. Marie Tudor. Marie Tudor était le seul enfant du roi Henri VIII avec Catherine d'Aragon à survivre à l'enfance. Il était tellement furieux de ne pas avoir eu de garçon avec Catherine qu'il l'a divorcée, rompant les liens avec l'église catholique par la même occasion, et a épousé Anne Boleyn. Cela a exclu Marie de la lignée de succession, la rendant illégitime pour le trône. Mais en 1533, Marie, en jouant son propre jeu des trônes, a pris le siège du pouvoir et est devenue la première reine d'Angleterre et d'Irlande. Elle détestait tellement son père, le roi Henri, qu'elle décida de rompre avec l'église d'Angleterre qu'il avait créée et de revenir vers l'église catholique. Cela a entraîné la persécution et le massacre de centaines de protestants. Marie Tudor s'est d'ailleurs vue attribuer le surnom de Bloody Mary, Marie la sanglante, en raison de sa brutalité et de sa violence. Marie est devenue tellement célèbre que son surnom est devenu une légende urbaine et encore aujourd'hui chuchoté devant des miroirs sombres par des adolescents lors de soirées pyjama.
Mais sa mort reste toujours mystérieuse. Tout a commencé en 1558, après avoir enduré plusieurs fausses couches. Marie souffrait d'une douleur sérieuse dans la région abdominale et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Elle a eu de la fièvre et des frissons et a finalement succombé à cette mystérieuse maladie le 17 novembre 1558. Personne ne sait quelle maladie l'a emporté si rapidement, bien que certains aient suggéré qu'il s'agissait d'une maladie utérine ou ovarienne. Le prince Albert. Le prince Albert était l'époux de la célèbre reine Victoria d'Angleterre et d'Irlande. Il a toujours eu une santé très fragile. Il était hypocondriaque et souffrait de dépression et de maladies constantes. Il frôlait la mort à chaque fois qu'il attrapait un rhume et il se fatiguait facilement après tout effort physique et avait souvent l'air pâle et épuisé. Selon son médecin personnel et conseiller, le baron Stockmar, le prince Albert avait un estomac fragile et était sujet à des crises de somnolence jusqu'à l'âge adulte. Même son épouse, la reine Victoria, écrivit qu'il s'était endormi lors de sa première visite en Angleterre en 1836 et qu'il semblait totalement incapable de rester éveillé trop tard le soir. Albert souffrait d'anémie, de maux de gorge, de saignements de nez, de gencives enflammées et même de vertiges et d'un mal de mer très brutal. Et en 1844, alors qu'Albert n'avait que 25 ans, son médecin l'avertit que s'il attrapait une fièvre, il était presque certain de succomber. Cependant, son état ne semble pas l'avoir affecté dans un domaine essentiel, puisque lui et la reine Victoria eurent 9 enfants ensemble. Mais en décembre 1861, il a contracté la fièvre typhoïde, l'une des pires fièvres que l'on puisse avoir. Elle l'a ravagé presque instantanément, au point qu'il pouvait à peine respirer et qu'il a lentement dérivé vers la mort avec la reine Victoria à ses côtés. La perte de son mari a été un tel traumatisme que Victoria a cessé de tenir son journal personnel alors qu'elle y écrivait presque quotidiennement depuis l'âge de 13 ans. Son journal s'est achevé le 14 décembre 1861. La gangrène du roi Hérode. Le roi Hérode le Grand était le souverain de la Judée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il était surtout connu pour avoir commandé certains des projets de construction les plus importants de l'histoire de la Judée. Il a rénové le second temple de Jérusalem, agrandi le mont du temple, construit le port de Césarée et édifié les forteresses de Massada et Hérodium. Mais le roi Hérode est aussi célèbre pour son apparition dans l'évangile de Matthieu dans la Bible. Dans la Bible, il est décrit comme le souverain maléfique de Judée qui ordonna un grand massacre d'innocents à peu près à l'époque de la naissance de Jésus. Mais selon les historiens, ces événements n'ont probablement jamais eu lieu et personne ne peut s'accorder sur ce qui s'est réellement passé pendant son règne. Certains considèrent ces longues années de règne comme un grand succès et d'autres disent qu'il n'était qu'un meurtrier tyrannique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la mort du roi Hérode a été marquée par la misère et la douleur. Les textes des derniers jours du règne d'Hérode révèlent qu'il était en proie à une agonie importante. Les chroniqueurs affirment qu'il souffrait de démangeaisons intenses, de problèmes intestinaux très douloureux, de convulsions, d'essoufflement et pire que tout, de gangrène dans ses parties intimes. Tout ceci est confirmé par Ian Hershman, professeur de médecine à l'université de Washington et passionné d'histoire. Sur la base de ces seuls symptômes, Ian pense que le roi Hérode est presque certainement mort d'une maladie rénale chronique qui lui a causé une infection rare. La gangrène de Fournier se caractérise par un gonflement très important de l'enveloppe cutanée des testicules. C'est une maladie aujourd'hui rare qui a probablement porté Hérode en moins d'une semaine. Selon le médecin, les démangeaisons l'auraient poussé à se gratter jusqu'au sang, favorisant l'infection par des bactéries. Les historiens pensaient auparavant que le roi Hérode avait une gonorrhée qui avait dégénéré. Mais il semblerait désormais que sa mort douloureuse ait été causée par une maladie rénale. Et Hérode le Grand mourut à 71 ans en l'an 4 avant Jésus-Christ. L'Évangile lui attribue le massacre des innocents, le meurtre d'enfants juifs pour empêcher la venue du Messie dont parlaient les prophètes. La variole aztèque.
En 1517, Hernán Cortés a conduit les conquistadors espagnols dans la capitale de l'Empire aztèque, la grande ville de Tenochtitlan. Et Montezuma II, le souverain des Aztèques à l'époque, a accueilli les Espagnols et tout était apparemment très cordial. Mais à peine 2 ans plus tard, les Espagnols ont décidé qu'ils ne voulaient plus être amicaux. Ils ont commencé à conquérir le Mexique et en 1521, l'ancienne capitale des Aztèques avait disparu. Non pas disparu, mais effectivement détruite. La colonie espagnole de la Nouvelle-Espagne s'est élevée à sa place, mettant par la même occasion fin à plus de 10 000 ans de Mésoamérique. Tout ceci est relativement connu. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la raison de cette fin soudaine et dramatique de l'Empire aztèque était une maladie. Une maladie qui, ces derniers jours, a fait un retour en force dans le monde entier. Il s'agit de la variole et elle a joué un rôle très important lorsqu'Hernán Cortés a commencé son offensive contre les Aztèques. En 1519, environ 30 millions de personnes vivaient dans la région de l'actuel Mexique. Mais 100 ans plus tard seulement, il ne restait plus que 1,5 million d'Aztèques. L'histoire nous apprend que la variole a débarqué dans le Nouveau Monde à Hispaniola, une petite île actuellement divisée entre 2 pays, la République dominicaine et Haïti. La variole est très contagieuse et provoque de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs extrêmes, des éruptions cutanées qui recouvrent le corps entier. Et ces lésions se transforment en abcès qui se remplissent de liquide et de pus et tombent en laissant de terribles cicatrices. Certaines personnes survivent à la maladie, mais 30 à 35% y succombent malheureusement. Il aura fallu au total 2 années pour que la variole atteigne Tenochtitlan. Et très vite, elle a décimé presque toute la population. Et au moment où Hernán Cortés s'est emparé de la ville, ses habitants étaient trop affaiblis pour pouvoir riposter. Les gens tombaient dans les rues et le roi était déjà mort. L'hémophilie. Depuis la nuit des temps, les gens sont obsédés par le sang. Dans l'Antiquité, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait, mais on savait déjà instinctivement qu'il ne fallait pas en perdre trop. Ce n'est que vers la Seconde Guerre mondiale que les médecins ont découvert une maladie, un trouble sanguin appelé hémophilie. C'est un problème au niveau des protéines sanguines qui empêche le sang de coaguler lorsqu'une personne se coupe. Cela signifie que si vous vous coupez avec une feuille de papier et que vous êtes atteint d'hémophilie, vous pouvez perdre tout votre sang. C'est peut-être un exemple extrême, mais il donne une idée assez claire de la façon dont l'hémophilie affecte le corps humain. Et la reine Victoria a accédé au trône d'Angleterre en 1837 et elle souffrait d'hémophilie. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans le corps de la reine Victoria. Une mutation spontanée s'est produite et son hémophilie s'est transformée en hémophilie B. Et puisque l'hémophilie est une maladie héréditaire, elle l'a transmise à presque toute sa descendance. Son fils Léopold était atteint d'hémophilie. Ses 2 filles, Alice et Béatrice, étaient également porteuses et leurs enfants ont transmis l'hémophilie lorsqu'ils se sont mariés dans les royaumes d'Espagne et de Russie. 3 des enfants de Victoria ont transmis la maladie du sang à 7 de leurs propres enfants. Et bien que seulement 4 d'entre eux aient été porteurs, la génération suivante, née au début des années 1900, a également souffert d'hémophilie. Ils n'étaient pas seulement porteurs, 6 de leurs enfants étaient atteints de la maladie. Et c'est pour cette raison que l'hémophilie est désormais appelée la maladie royale. Et grâce à la reine Victoria, ses 9 enfants et 42 petits-enfants ont répandu l'hémophilie dans presque toutes les maisons royales d'Europe. Le roi est mort. Louis XIV est mort dans le grand château de Versailles vers 8h15 du matin, le 1er septembre 1715. 4 jours seulement avant son 77e anniversaire. Il avait été roi de France pendant 72 ans et à ce jour, il est l'un des monarques ayant régné le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Sa mort est survenue rapidement après une maladie le 10 août 1715. Au retour d'une partie de chasse, il ressent des douleurs dans les jambes. Et son médecin était très inquiet car peu après, des marques noires sont apparues, signes de gangrène. Il aurait dû se reposer, mais ne l'a pas fait et a poursuivi ses fonctions royales malgré ses 76 ans.
Il ne pouvait pas ralentir son rythme et le 26 août, la gangrène s'était propagée jusqu'aux os. 4 jours plus tard seulement, il a commencé à sombrer dans le sommeil et le 1er septembre, il est décédé d'une horrible infection qui avait rongé ses os de l'intérieur, provoquant les douleurs les plus terribles que l'on puisse imaginer. Princesse Nai Naena. Quand les premiers colons sont arrivés à Hawaï, une des choses qu'ils ont le plus remarqué était la pratique de l'inceste. Dans la famille royale, c'était une tradition si ouvertement pratiquée qu'il était impossible de ne pas la remarquer, et ils en ont parlé dans leur journal de bord. Alors que dans beaucoup d'autres pays, c'était considéré comme un péché, à Hawaï, la pratique était strictement interdite pour les gens du commun, mais acceptée, voire même encouragée pour les membres de la famille royale. Lorsque le capitaine James Cook est entré en contact avec le peuple hawaïen en 1878, il a découvert les coutumes incestueuses de la haute société. Et même si on est amené à penser que les Européens s'étaient accoutumés à la pratique avec leur propre famille royale, ce n'était pas vraiment le cas, car c'était strictement interdit entre les gens du commun. Et même les familles royales devaient très souvent bénéficier de dispenses papales. Et dans le cas d'Hawaï, ce n'est pas seulement que la royauté se reproduisait souvent avec son propre sang, mais que le parent le plus proche était très généralement choisi pour un grand chef. En d'autres termes, si le chef n'avait pas de sœur qui pouvait épouser, le parent le plus proche était choisi. Mais c'était toujours l'enfant d'un frère et d'une sœur qui recevait le plus de respect de la part du peuple. Ces enfants étaient généralement considérés comme étant du plus haut calibre et les plus proches des dieux. L'une des relations les plus célèbres était celle de Nai Naena et de son frère. Elle était une princesse lors de la fondation du royaume d'Hawaï lors du 19e siècle. Elle est née en 1815 sur l'île de Kona, au sud d'Hawaï. Sa mère était la reine consort et elle avait 2 frères plus âgés. Elle est tombée amoureuse de son frère Kamehameha III. Non, pas ce Kamehameha. Et les chefs hawaïens locaux voulaient qu'ils se marient. Cependant, à cette époque, les missionnaires protestants exerçaient une très forte emprise sur l'île et son peuple. L'Église et de nombreux habitants s'opposent alors à l'union, la qualifiant de pécheresse. Les missionnaires protestants avaient une telle influence qu'ils ont pu bloquer le mariage et faire en sorte qu'elle épouse William Pitt Leleoku, premier du nom, en novembre 1835. Mais souci, elle était déjà enceinte de son frère, le roi Kamehameha III. Et ce dernier a nommé leur fils héritier du trône, bien que les missionnaires aient empêché leur mariage. Ils n'ont apparemment pas pu empêcher l'amour romanesque du frère et de la sœur. Elle sera par la suite bannie et vivra en isolement jusqu'à la naissance de l'enfant, qui est mort quelques heures après sa naissance. La reine Hatshepsut. En 2007, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte, Zahi Hawass, toujours lui, a annoncé la découverte de la momie de la reine Hatshepsut. Le corps a été découvert dans la vallée des rois et il s'agit de la première identification d'une momie royale depuis Toutankhamon en 1922. L'identification a été faite en scannant une molaire dans une boîte portant le nom d'Hatshepsut, puis en faisant correspondre ces dents à une cavité dans la mâchoire de la momie. L'identification est un véritable miracle de la science et une victoire majeure pour l'archéologie. Mais en regardant de plus près la momie, ils ont découvert quelque chose de significatif. La reine Hatshepsut n'avait pas tout à fait l'apparence que l'on pourrait attendre de la femme la plus puissante d'Égypte au XVe siècle avant Jésus-Christ. Elle est morte vers l'âge de 50 ans avec de nombreux problèmes de santé. Elle souffrait d'une surcharge pondérale importante, de diabète, d'arthrite, de mauvaises dents et peut-être même d'un cancer des os. La mauvaise santé de la reine s'explique probablement par une hygiène de vie douteuse, mais surtout par le fait qu'elle est née d'une relation frère-sœur, ce qui était extrêmement courant dans l'Égypte ancienne, en tout cas pour les pharaons. Son père était Thoutmôsis Ier, qui avait épousé une femme nommée Ahmès. Et d'après les preuves historiques, Ahmès était soit la sœur du pharaon Amenhotep Ier, récemment décédé, soit la propre sœur de Thoutmôsis Ier.
Les documents historiques n'indiquent pas exactement de qui elle était la sœur, mais seulement qu'elle a reçu le titre officiel de sœur du roi. Et compte tenu de tous les problèmes de santé d'Hatshepsut, il est très probable qu'elle était consanguine, et comme le veut la tradition, elle a elle-même épousé son propre frère, Thoutmôsis II, perpétuant la même pratique. Le syndrome de la sirène. La légende de la sirène est née dans l'ancienne Assyrie il y a un peu moins de 3000 ans. Les Assyriens vénéraient la déesse Atargatis qui était une sirène. Son culte s'est ensuite répandu en Grèce et à Rome et la légende de la sirène est devenue plus romantique et fantaisiste. Dans la mythologie assyrienne, Atargatis était une déesse de la fertilité qui s'est transformée en hybride humain-poisson. Et il existait également une autre déesse dans la mythologie assyrienne appelée Ascalon qui avait le corps d'un poisson. Les historiens pensent que le culte des deux divinités a fusionné en un seul et que l'histoire a changé et évolué à partir de là. Mais en ce qui concerne les mutations, il existe une théorie qui prétend que l'origine des sirènes a quelque chose à voir avec un syndrome appelé sirénomélie. C'est une malformation congénitale rare et généralement fatale causée par la fusion des membres inférieurs. Une personne naît avec les jambes fusionnées comme une queue de sirène. Et bien que personne ne soit vraiment sûr de la cause de cette mutation, elle a probablement quelque chose à voir avec une altération du patrimoine génétique. Et les recherches semblent indiquer qu'un enfant issu d'une relation consanguine a plus de chances de naître avec la sirénomélie. En d'autres termes, il n'est pas totalement impossible que quelque part dans l'histoire de l'Assyrie, un bébé royal soit né avec les jambes fusionnées et qu'il ait donné naissance à des légendes de sirènes dans le monde entier. L'empereur Néron. L'empereur Néron a marqué l'histoire en ayant une très vilaine réputation. C'était un homme violent et déviant et les rumeurs racontent qu'il avait une relation très troublée avec sa mère. Pour comprendre l'esprit tordu de Néron, il faut remonter à l'année 65 quand sa femme, Popée, est morte. Elle est censée être morte pendant l'accouchement, mais la rumeur veut que Néron l'ait tuée à coups de pied volontairement. L'année suivante, il épousa Satilia Messalina et peu de temps après, il épousa un homme, Sporus, qui ressemblait beaucoup à sa première femme, morte en couche. Il a fait castrer son nouveau mari et l'a fait défiler en public habillé en femme. Et comme le prouvent les récits historiques, Néron avait des goûts très variés et était un personnage haut en couleur. Et pour aggraver les choses, de nombreuses rumeurs de l'époque prétendaient qu'il entretenait une relation amoureuse avec sa propre mère. Certains historiens pensent même que la folie de Néron et son manque de sens moral sont dus à sa propre naissance résultant d'une consanguinité. À la mort de son père, et alors qu'il n'était âgé que de 2 ans, il fut adopté par l'empereur Claude lorsque lui et sa mère Agrippine la Jeune se marièrent. Claude était l'oncle paternel d'Agrippine, et l'on pense qu'ils étaient tous deux issus d'une lignée consanguine remontant à plusieurs générations. Et même si Néron n'a pas été en apparence affecté physiquement, il se pourrait très bien qu'il ait souffert mentalement en tant que sous-produit de ses relations familiales. Les Mayas incestueux. Tout comme les Européens, les Égyptiens et les souverains du Moyen-Orient, les peuples de l'Amérique centrale pratiquaient également la consanguinité, en particulier la royauté maya. L'un des meilleurs exemples de ceci nous amène à un endroit appelé Palenque, une ruine de la jungle du sud du Mexique. Et bien qu'il ne reste aujourd'hui que très peu de choses de Palenque, à part des pyramides en ruine et de mystérieuses tombes souterraines, c'était autrefois un centre important d'astronomie, de mathématiques et d'ingénierie. Alors que l'Europe pataugeait dans l'âge sombre, les Mayas progressaient à pas de géant. Au 7e siècle, le roi Pacal, alias Pacal le Grand, régnait sur le peuple de Palenque entre 615 et 683 après Jésus-Christ, soit un total de 68 ans, ce qui fait de lui le 6e plus lent souverain avéré de l'histoire, et ce, il y a plus de 1300 ans. Et lorsque le corps du roi Pacal a été découvert dans un sarcophage au fond d'une étonnante tombe à Palenque,
ce fut une découverte majeure. C'était l'équivalent maya de la découverte de Toutankhamon en Égypte. Son sarcophage était minutieusement sculpté et il pesait 22 tonnes et sa tombe était remplie d'objets précieux. Cependant, le sujet qui nous intéresse ici est son pied. Le roi Pakal souffrait d'un pied beau tout comme Toutankhamon. Et selon les experts, c'était le résultat de générations et de générations de consanguinité. Les Mayas faisaient cela pour protéger leur lignée, comme partout ailleurs dans le monde, et cela a causé de véritables problèmes génétiques. Et bien que le roi Pakal ait dominé la jungle mexicaine pendant près de 7 décennies, il boitait à cause d'un pied beau qui était certainement le résultat d'une union entre parents très proches. La question saoudienne. L'Arabie saoudite a un problème majeur de consanguinité, non seulement avec la royauté, mais aussi avec des gens ordinaires, en particulier dans le sud du pays. Le New York Times a rapporté que le taux de mariage entre parents de sang se situe entre 55 et 70%. Cela signifie que 7 personnes sur 10 peuvent être mariées à un membre de leur propre famille. Prenez par exemple le cas récent d'une jeune saoudienne de 17 ans, nommée Salah Al-Efti et qui a été fiancée à son propre cousin germain. Le jeune couple a eu 2 garçons en excellente santé, mais le 3e enfant est né avec une amyotrophie spinale. Cette maladie est presque exclusivement réservée aux enfants nés d'union consanguine ou d'une lignée stagnante. Le problème est si grave en Arabie Saoudite que le chercheur Steven Schroeder a qualifié le pays de laboratoire génétique vivant. Certains vont même jusqu'à avancer que la famille royale elle-même souffre de problèmes liés à la consanguinité qu'elle garde secret. Le pays prend lentement conscience des dangers de la consanguinité, mais il s'agit d'une tradition culturelle qu'il faudra probablement de nombreuses années pour changer. Agriculteur irlandais d'élite. À un peu plus de 25 km de Dublin se trouve une structure circulaire datant de l'âge de pierre qui s'élève à plus de 10 mètres de haut dans les Green Hills. La structure est faite de plus de 200 000 tonnes de terre et de pierre et a été érigée par les premiers hommes qui se sont sédentarisés et sont devenus fermiers en Irlande. Elle s'appelle Newgrange et a été bâtie presque 1000 ans avant Stonehenge en Angleterre. Il s'agit de l'un des premiers grands monuments construits par la main de l'homme, probablement utilisé comme site cérémoniel et comme tombe commune. Il s'agit du tout premier grand projet de construction d'une société égalitaire primitive. Et dans la tombe de Newgrange, les chercheurs ont examiné l'ADN d'un homme enterré en l'an 3200 avant Jésus-Christ. Il a été retrouvé au centre du tumulus, ce qui laisse penser qu'il s'agissait d'un membre de la royauté locale. Les scientifiques ont étudié ses gènes et découvert que ses parents étaient si étroitement liés qu'ils étaient presque certainement frères et sœurs, voire même parents et enfants. Selon l'archéologue Jessica Smith de l'Université College Dublin, cela pourrait être la preuve d'une hiérarchie sociale génétiquement taboue. Il est clair qu'une lignée royale consanguine a vu le jour en Irlande il y a plus de 5000 ans, bien avant les Habsbourg d'Europe et les pharaons d'Égypte. Les élites irlandaises s'unissaient spécifiquement avec leurs proches pour consolider le pouvoir et garder le pouvoir et la richesse dans la famille. Le roi Vajiralongkorn. En 1972, le roi Vajiralongkorn a été nommé prince héritier de Thaïlande. Son nom se traduit par orné de bijoux ou coup de tonnerre. Il était un grand playboy décrit par sa propre mère, la reine Sirikit en 1981, comme étant une sorte de Don Juan. Il préférait passer du temps avec de belles femmes plutôt que de remplir ses fonctions princières. Et en 1977, il a épousé sa cousine, la princesse Soham Sawali, et ils ont eu leur premier enfant en décembre 1978. Mais il a ensuite abandonné sa femme et sa cousine et a eu 5 enfants avec une jeune actrice entre 1979 et 1987. La liste des scandales est très longue, mais les prouesses du roi Vajiralongkorn n'étaient rien comparées à celles d'un souverain thaïlandais antérieur.
Le roi Chulalongkorn était le 5e monarque du Siam, nom historique de la Thaïlande d'aujourd'hui. Connu simplement sous le nom de Rama V, il a régné d'octobre 1868 à octobre 1910. Et durant son règne, il a épousé 4 de ses demi-sœurs et a eu 77 enfants. Et bien que nous ne sachions pas si l'un d'entre eux souffrait spécifiquement de complications liées à la consanguinité, les historiens pensent qu'il y avait une bonne chance, mais la famille royale aurait certainement gardé cette information secrète. Le roi Charles II d'Espagne. Le roi Charles II d'Espagne était si déformé qu'il terrifiait sa propre femme. Il était le tout dernier Habsbourg à régner sur l'Espagne, le dernier d'une très longue lignée de parents de sang pur. Il est né le 16 novembre 1661 et est devenu roi alors qu'il n'avait que 4 ans. Sa mère a régné en tant que régente jusqu'à ce qu'il devienne adolescent, à une époque où les Habsbourg tentaient de contrôler l'ensemble du continent européen. La famille des Habsbourg était originaire d'Autriche et en se reproduisant les uns les autres de manière consanguine, elle a réussi à répandre sa lignée dans les principaux pays d'Europe. Elle régnait sur les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne. Mais parce qu'ils s'étaient mélangés pendant si longtemps, ils étaient frappés par toutes sortes de maladies. Charles II, peut-être le plus consanguin d'entre eux, était si difforme et intellectuellement déficient qu'il ne pouvait pas gouverner correctement. Il ne comprenait pas ce qui se passait et personne ne voulait le regarder, et tout cela était le résultat de 16 générations de consanguinité. En fait, la grand-mère et la tante de Charles II étaient la même personne. Il était très probablement stérile et impuissant et n'a jamais réussi à avoir d'héritier. Le roi difforme souffrait d'une mâchoire proéminente, une caractéristique connue sous le nom de mâchoire des Habsbourg. Ainsi que 2 rangées de dents non alignées, il ne pouvait pas mastiquer sa propre nourriture correctement et il pouvait à peine parler en raison de sa langue gigantesque. L'ironie est que le but derrière la consanguinité était de garder la famille forte et pure. Mais au lieu de cela, elle a fini par rendre les hommes stériles, provoquant ainsi leur propre fin. Et découvre la plus terrifiante énigme de la Seconde Guerre mondiale qui vient juste d'être révélée en cliquant sur cette vidéo.